Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de parentalité, de couple, d'amour, d'enfants, de développement personnel, sans éluder les questions importantes. Si vous vous intéressez à la famille et que vous avez envie d'avoir des meilleures relations, restez avec nous. Aujourd'hui, nous recevons David Géna. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous allons traiter un thème important qui s'appelle la relation d'aide. Mais avant ça, je voudrais présenter David. David, tu es pasteur, Tout à fait. mais pas que. Tu as été président de la Fédération adventiste de la Suisse romande et du Tessin pendant 12 ans, c'est ça. Avant ça, tu as étudié la théologie, la sociologie. Tu as travaillé pendant 35 ans dans la relation d'aide et tu animes des séminaires en Suisse et un peu partout dans le monde. C'est bien, je t'ai bien présenté? Oui, ça tout va? à fait, oui. Est-ce qu'on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire donc, qu'est-ce que la relation d'aide? Alors, la relation d'aide, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de se relier à nous-mêmes et aussi se relier aux autres, entrer en contact, faire un chemin. C'est sortir de soi-même, se décentrer pour pouvoir toucher l'autre, pour pouvoir créer un lien. Et il y a le verbe relier dans la relation d'aide. Et puis, il y a toutes sortes de relations. Il y a donc une relation qu'on peut appeler la relation téphale, c'est-à-dire c'est une relation... Sans faire de pub. Oui, c'est une relation qui ne colle pas. C'est-à-dire il y a des gens, c'est vrai, qui arrivent vraiment à avoir des relations insipides, incolores, indolores, et ce sont Qui des ne s'engagent relations... pas. Oui, mais qui ne veulent pas s'attacher, quoi. Mhm. Et puis il y a d'autres relations que je pourrais appeler relations chewing-gum. Le contraire. Le contraire, c'est des relations où vraiment ça colle. Et c'est peut-être pas nécessairement bienfaisant C'est pas mieux. et épanouissant quand nous avons une relation qui soit une relation donc chewing-gum. Après, il y a donc une autre sorte de relation que je pourrais appeler la relation béquille. C'est-à-dire que cette relation n'est pas une relation vraiment saine, c'est une relation eh bien, sur laquelle on se tient, on s'appuie comme sur une béquille. Après, il y a donc la relation eh bien, mercurochrome, c'est-à-dire c'est une relation qui est là, assez superficielle. C'est pour un petit peu badigeonner donc les petites blessures sans entrer en profondeur. Surtout quand c'est une relation qu'on doit vraiment intérioriser par rapport à soi. Parce que c'est toujours difficile de se regarder tel qu'on est dans ses profondeurs pour pouvoir après faire ce travail sur soi. Et puis il y a une autre relation que j'appellerais donc relation menotte. C'est une relation qui est mortifère, c'est une relation eh bien, qui vous lie. Qui emprisonne. Oui, c'est une relation donc qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche vraiment de voir des perspectives dans votre vie. Donc c'est une relation qui quelque part est une relation malsaine. Mais après, il y a aussi donc une relation que j'appellerais une relation oxygène. Ah, des choses positives quand même. Alors, quand je dis ça veut tout dire oxygène, c'est-à-dire c'est rempli de souffle, d'allant, d'énergie. Et puis c'est une relation vraiment qui porte et qui vous permet d'avancer avec de belles perspectives dans C'est la la vie. relation que tout le monde veut. Que tout le monde Enfin, veut. normalement. Mais c'est possible. C'est Ah, possible. ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pour ça que la relation d'aide nous permet de faire ce travail sur D'accord. soi-même et aussi sur les obstacles, les saboteurs eh bien, de la relation et qui enfin nous permet de déboucher sur une relation qui pourrait être une relation oxygène. Et puis il y a aussi donc une dernière, si vous voulez, si tu veux, il y a beaucoup d'autres. Mais c'est une relation que j'appellerais relation vitamine. Peps. C'est une relation qui donne du peps, qui donne de l'énergie et aussi qui vraiment, cette énergie eh bien, descend un peu dans notre corps, dans notre esprit, dans nos émotions. Et c'est une relation qui est vraiment toute positive, quoi. Alors, ce que j'entends, c'est que la relation d'aide va nous permettre d'avoir des bonnes relations. Mais souvent, on a tendance à rejeter la faute sur l'autre. C'est la faute de l'autre si j'arrive pas à être en relation saine et sereine avec la personne. Mais là, j'entends quand même que la relation d'aide, ça part de soi. Oui. Concrètement, ça consiste en quoi alors? Alors, c'est vrai qu'il y a deux éléments dans la relation d'aide. Le premier élément, c'est
se relier à soi-même. Et puis l'autre élément, c'est aussi se relier à l'autre. C'est-à-dire, on peut très bien entreprendre un travail de relation d'aide avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a été cabossé par la vie, quelqu'un qui a été déprécié, quelqu'un qui n'a pas été valorisé, quelqu'un qui est rempli de complexes, quelqu'un qui n'arrive pas à se dire, c'est-à-dire à mettre en mots MOTS, ces mots MAUX. Mais prenons donc la première partie. Quand on entre dans ces profondeurs, il faut beaucoup de courage parce qu'on peut découvrir des choses qu'on a enfouies, ce qu'on appelle le refoulement, qu'on a refoulé, des choses vraiment pas agréables, des blessures qui n'ont jamais pu être cautérisées, des blessures qui n'ont pas été visitées. Et c'est vrai que l'individu parfois se dit, je mets toutes ces choses à la cave, je ne les vois pas, donc ça n'existe pas. C'est un peu le cas de tout le monde, non? Tout le monde a des blessures. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je peux même rendre ce témoignage que j'ai dû faire un travail sur moi sur 2-3 domaines. C'est pour ça que je dis spécialiste. On est spécialiste de quoi? Eh bien, ce qui est important, c'est qu'on ait ce courage, cette énergie, cette envie, ce désir de s'en sortir. Alors, se visiter. Et Jean-Paul Sartre avait dit quelque chose vraiment d'intéressant. Il a dit, c'est important de savoir ce qu'on a fait de moi. Mais il est plus important, ajoute-t-il, de savoir ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Oui, on revient, on est responsable de nous-mêmes et ça commence par nous, en fait. C'est important, tout d'un coup, de s'approprier sa vie avec ses heurts, avec ses difficultés, avec ses blessures non cautérisées, etc. C'est à partir de là, en ayant ce regard vraiment réel sur ce qu'on a été, ce qu'on est, qu'on pourra entreprendre eh bien, ce travail de relation d'aide, de relation avec soi-même, se relier avec soi et avec un certain passé pour pouvoir rebondir. Je citerai, puisque je suis aussi pasteur, donc j'ajouterai ce que Saint Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. À la fin de l'hymne à l'amour, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, il me semble. Il dit ceci: quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, et maintenant que je suis devenu un homme accompli, j'ai rejeté tout ce qui était de l'enfance. Et le verbe qui est utilisé dans le grec, c'est le verbe katargeo, c'est-à-dire j'ai rendu inopérant, j'ai rendu sans pouvoir, toutes ces choses qui appartiennent à mon enfance. Oui, donc c'est pas... c'est normal d'avoir des choses enfouies en nous. Des fois, on n'est pas forcément responsable de ce que, comme tu citais, de ce qu'on a fait de nous. Mais c'est notre responsabilité de prendre ça en considération et de le traiter. Tout à pour, fait. effectivement, comme tu dis là, le rendre inopérant, impuissant en nous. Donc la première chose, c'est peut-être qui va concerner tout le monde. Et là, peut-être que les gens vont se rendre compte que tout le monde a besoin d'entrer dans cette relation d'aide. C'est une prise de conscience qu'il faut regarder à l'intérieur de soi. Tout à fait. Il faut d'abord une prise de conscience pour dire ma vie n'est pas optimale. Ma vie n'est pas vraiment si heureuse que ça. Ma relation avec l'autre, eh bien, n'est pas vraiment une relation bienfaisante. Alors, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi j'ai de la peine vraiment à me dire? Pourquoi est-ce que je rase les murs? Pourquoi, quelque part, j'ai de la peine à établir des relations saines avec les autres? Alors, dans un premier temps, on accuse les autres, on se victimise en disant « pauvre de moi », c'est l'autre qui est responsable, c'est les autres. Ouais. Souvent, on jette la faute sur l'autre. Jusqu'au jour où on se dit « écoute, peut-être qu'il y a quelque chose à voir aussi chez toi ». C'est peut-être là le plus difficile, je pense. Alors, souvent, les psychologues disent c'est vraiment l'histoire des deux chambres. Il y a une chambre qui est visible, et bien qu'on présente, et puis il y a l'autre chambre, la deuxième chambre, moi je l'appelle ça la cave. C'est des choses qu'on a vraiment jetées là, en vrac, en pensant que ces choses n'existent pas, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, c'est compliqué, c'est difficile de descendre pour ranger, pour mettre de l'ordre, surtout dans ses émotions. Et descendre, c'est vraiment se voir tel qu'on est, se regarder en face. Et pour nommer ses blessures, pour pouvoir guérir, il faut nommer et les blessures et aussi voir un peu dans quelle situation, quoi, pour pouvoir rebondir.
C'est marrant parce que moi j'entendais relation d'aide, je pensais aide à l'autre, mais j'ai l'impression qu'en fait la relation d'aide, c'est je m'aide d'abord moi-même. Oui. Souvent, dans l'interaction, eh bien, je projette sur l'autre ce que je suis. Si quelqu'un est fondamentalement malheureux, s'il n'arrive pas vraiment à goûter du bonheur de la vie, eh bien, ce qu'il va transmettre, ce qu'il va transpirer dans sa relation, que ce soit avec son conjoint, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, ce sera vraiment eh bien, une relation de malheur, ce ne sera pas une relation de bonheur. On peut très bien faire semblant pendant quelques moments, Mm. c'est ce que j'appelle le moi idéal, mais le moi réel est là. Et souvent, on a nourri quoi? Le moi idéal. On a fait semblant, on a donné le change, à tel point que les gens disent, mais tel ou tel n'a pas tellement de problèmes. Et après, tout d'un coup, on est surpris. Ah, on ne savait pas que telle Mhm. personne avait autant de problèmes. On arrive Mais à bien cacher. alors pourquoi jouer vraiment un scénario? Pourquoi vraiment jouer un film, un mauvais film surtout? Eh bien, vaut mieux visiter ces profondeurs pour dire, OK, il y a telle chose, eh bien, les nommer pour pouvoir entreprendre un travail de relation d'aide par rapport à soi-même, quoi. Alors ça demande, comme tu disais, du courage, de l'honnêteté avec Euh, soi-même euh, d'abord, Oui, de l'honnêteté et aussi, oui. ou entre la communication dans tout ça. Alors, c'est vrai que la communication est importante parce que l'être humain est un être de communication. On ne peut pas vraiment nous vivre sans communiquer. On a fait donc toutes sortes de tests avec des bébés avec qui on ne parlait pas, Mhm. qui ne pouvaient pas s'exprimer dans un langage même non verbal. Eh bien, ces bébés donc dépérissaient. Communiquer, c'est entrer en contact avec l'autre. Mais d'abord, le premier contact, c'est un contact non verbal. Quand on s'est vu tout à l'heure, on s'est regardé avant de se parler. C'est vrai. Alors, comment est-ce que je t'ai regardé? Est-ce que je t'ai regardé avec un visage bienveillant, C'était gentil, c'était ac- gentil. Je me suis sentie accueillie. accueillant, voilà, accueillant, ou bien je t'ai regardé vraiment avec un regard, je vois, sombre, avec un visage fermé. Alors, ça veut beaucoup dire. D'ailleurs, il y a un chanteur qui a parlé des yeux revolver. Oui. Donc, c'est important. Donc, sans dire un mot, je peux te transmettre un message qui soit sera positif ou négatif. D'ailleurs, c'est tout ce qui est non-verbal qui, qui nous trahit, qui peut nous trahir, ou qui peut, sans enfin, utiliser le terme trahir qui peut être négatif, mais qui va transmettre la vraie émotion qu'on a sur le moment. Tout à fait. Donc, et puis souvent, l'autre est gêné et puis n'arrive pas vraiment à transcender, à supérer donc cet état donc de fait, dire ok, on bâche la conversation, on n'entre pas tellement en conversation, on dit deux, trois mots et puis il n'y a pas Mhm. de communication vraiment, quoi. Alors, quand j'entre en relation, d'abord, ma présence, mon regard, le sourire, l'accueil de l'autre. Parce qu'il y a deux besoins fondamentaux de l'individu. C'est d'abord être accueilli et aussi être entendu. Nous sommes en plein dans la communication. Et puis, quelquefois, on se dit, communiquer, c'est parler. Et on est Mm. tellement admiratif devant ces grands orateurs. Mais ces gens ne parlent. Mais est-ce qu'on se parle? Je peux très bien vraiment émettre toutes sortes de belles théories, mais est-ce que je parle à l'autre? La communication, c'est pas seulement parler, mais d'abord se parler. On revient toujours à soi, hein. C'est C'est pas, intéressant ça. oui, c'est pas écouter, mais s'écouter. Parce qu'on peut très bien écouter d'une manière vraiment quelconque. On peut écouter l'autre, cause toujours, je lis mon Ouais, journal, c'est ce ou qu'on bien je entend regarde. souvent dans les couples. On fait souvent cette Voilà, blague que le c'est vrai. mari écoute que d'une Ou oreille la bien, femme qui parle beaucoup. parce qu'on parle de la famille, les enfants. Est-ce qu'on a pris le temps d'écouter nos enfants? Est-ce que quelquefois on n'a pas été nerveux pour dire, écoute, Hmm. papa n'a pas le temps? En tout cas, j'ai commis cette erreur On a quelquefois tous, je pense. parce que stressé par le travail, par d'autres choses, eh bien, j'ai pas pris ce temps d'écouter euh, mes enfants. Ok? Donc, c'est se parler. Et puis, se parler, c'est quoi? C'est pouvoir se dire.
c'est pouvoir vraiment s'exprimer sans contrainte, sans penser que l'autre va tout de suite s'approprier de mes mots, Oui. de ma parole, que l'autre va me juger, c'est-à-dire cet esprit de jugement, l'autre ou moi-même. Parce que dans une communication, eh bien, il y a le dire, et puis il y a l'écoute, il y a le dire et le ressenti. Et je dois aussi, quelque part, écouter la personne qui est en face de moi, dans son registre, et puis faire cet effort de l'entendre là où elle s'exprime. Si quelqu'un s'exprime au niveau rationnel, si je l'écoute au niveau émotionnel, notre communication sera croisée, bien C'est sûr. intéressant, ça. Donc, ça n'ira pas. Donc, est-ce que je permets à l'autre, à mon épouse, à mes enfants, à mes amis, de s'exprimer en toute liberté et dans leur tête, ils se disent, eh bien, en face, eh bien, David ne va pas me juger, ne va pas commencer vraiment à m'analyser et surtout me condamner, quoi. Ça, c'est un vrai travail. C'est difficile de se dire qu'à chaque, à chaque discussion ou à chaque contact avec une personne, on va se mettre dans cette disposition d'écouter, de ne pas juger. Est-ce qu'il y a par exemple des dynamiques relationnelles qui font qu'on peut déjà se préparer à entrer enfin, à essayer de contourner les problèmes qu'il pourrait y avoir dans la communication ou dans les relations? Est-ce qu'il y a des grands schémas qu'on peut établir, que tu citerais et qui sont connus et qui nous aideraient dans notre manière de nous communiquer, de nous mettre en relation avec l'autre? Alors, la communication n'est pas si compliquée. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Oui, nous venons, c'est vrai, engoncés de plusieurs strates, quoi. Et puis ces strates, c'est vraiment nos mauvaises expériences. C'est aussi parfois donc nos ressentiments. Nous avons aussi parfois eh bien, des émotions, des ressentis eh bien, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, quoi. Et puis, je dis, quand j'écoute, je permets à mon épouse de s'exprimer, eh bien, je dois pouvoir aussi écouter des choses positives qu'elle me dirait, mais aussi parfois des choses contradictoires, des choses peut-être avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord. Et c'est ça une véritable conversation, une véritable communication. Et c'est à partir de là qu'on pourrait vraiment, j'allais dire, dire, écoute, voilà, j'étais entendu, et c'est ça vraiment une communication active. J'ai entendu tel ou tel élément. Est-ce cela que tu as voulu dire? Reformuler, eh bien, pour permettre à l'autre de préciser. OK? Intéressant, ça c'est un conseil pratique. La reformulation, pour être sûr qu'on s'est bien compris. T'ai-je bien compris? Est-ce cela que tu as voulu dire? Et c'est ça, donc, quand on reformule. C'est quoi l'écoute active, en fait? On parle beaucoup d'écoute active. L'écoute active, c'est de permettre à l'autre de mettre de l'ordre dans ses idées, quoi. Quand j'écoute quelqu'un activement, je ne l'analyse pas, je ne juge pas, surtout je ne condamne pas. J'écoute et je permets à l'autre de se dire, de mettre en mots ses émotions. Donc ça, c'est quelque chose de pratico-pratique, très intéressant, que tout le monde peut retenir, facile à mettre en pratique. J'écoute, je reformule pour voir si j'ai bien compris, si on s'est bien compris avec la personne avec qui je parle. Ça laisse en plus le temps de, s'il y a eu des émotions un peu négatives, de rebaisser un petit peu, parce que le fait de reformuler, c'est je ne donne pas mon avis, j'essaie de dire ce que l'autre est en train de me dire. Tout à fait. Donc ça permet de laisser un petit temps latent avant de rentrer dans... parce que souvent, on entend et on veut tout de suite répondre. On veut tout de suite réagir, on veut tout de suite se contrer ou donner son opinion. Donc là, ça permet, comme tu dis, un vrai échange, quelque chose d'actif. Donc ça, c'est un conseil pratico-pratique. Reformulation, ça j'aime bien. Tout à fait. Et l'écoute active, c'est permettre à l'autre vraiment de mettre de l'ordre dans ses idées. Et mes petits questionnements permettent à l'autre aussi donc de ne pas sortir donc oui, c'est ça. du chemin, donc de la conversation. Surtout quand on aide quelqu'un, quand quelqu'un est en face de soi et qu'on pratique l'écoute active. Mes questions ne sont pas là pour piéger la personne. C'est pour aider dans la reformulation surtout à l'autre de mettre de l'ordre et aussi de retourner un peu donc par rapport au fil rouge donc de la conversation, quoi. Très intéressant. On revient sur les grandes dynamiques relationnelles. Alors, les grandes dynamiques, voilà, première dynamique, c'est la dynamique de l'éponge.
quand on est une éponge. Alors, l'éponge, d'ailleurs on dit l'éponge ramasse tout, le bon, le mauvais, le contradictoire. Et puis, ce qui est vraiment, j'allais dire, un peu pénible avec l'éponge, c'est qu'il y a un magma confusionnel. Il y a le bon, le méchant, le bon, le mauvais. Il y a aussi quelque chose de bienfaisant, quelque chose de malfaisant. Alors, l'éponge, c'est là. Et puis, c'est compliqué parce que c'est tellement mélangé qu'à la fin, dans la relation, il n'y a pas de dynamique relationnelle parce que l'éponge, à la fin, devient une éponge grise et puis ça ne permet pas l'épanouissement. Voilà. C'est la confusion et puis voilà. C'est pas vraiment, pour moi, une bonne dynamique relationnelle, quoi. Après, il y a le filtre. J'appelle le filtre, ça veut tout dire. Celui qui retient surtout le mauvais en laissant passer le bon. Alors, c'est vrai. Normalement, on filtre pour garder le bon, oui. Mais là, le filtre, il garde le mauvais. C'est vrai, il y a des personnes qui, sur 10 000 choses, vont retenir une chose négative. C'est difficile de vivre avec des gens comme ça. Ouais. Et puis, c'est compliqué. C'est difficile de vivre avec une éponge. Ouais. C'est aussi vraiment, quelque part, non épanouissant d'être toujours en contact avec un filtre. Ouais, c'est difficile pour celui qui vit avec, mais c'est aussi, je pense, c'est difficile pour la personne qui est comme ça, parce qu'elle n'est pas heureuse, finalement. Tout à fait. On a connu des gens, par exemple, en vacances, il y a eu 1000 belles petites choses, et même des grandes choses. Qu'est-ce que la personne va ramener des vacances? Quoi? Une chose? Ah, il a plu pendant 1 heure. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, ne soyons pas des filtres. Essayons de ne pas être des filtres. Parce que pour le filtre, tout est résumé à quelque chose de négatif, de mauvais, quoi. Après, il y a l'entonnoir. Alors, l'entonnoir, on met donc en haut, et puis l'entonnoir, il n'y a pas de dynamique relationnelle positive encore. Pourquoi? L'entonnoir ne retient rien, quoi. Retient ni le bon, ni le mauvais. Ah oui, d'accord. Alors, c'est comme ça, hein. Il laisse tout passer, le bon donc, et le mauvais. Et c'est vrai, on rencontre parfois des gens qui sont là, lisses, qui ne retiennent qui n'ont pas de rien. raison. Voilà. C'est vrai. Pas d'opinion, je ne sais pas. Donc, ça peut être énervant, ça. Oui. De voir quelqu'un en face qui ne réagit jamais. C'est vrai. Parce que l'être humain, ne l'oublions pas, est un être de communication, quoi. Et c'est important qu'on puisse vraiment avoir en face de nous des gens qui se disent et puis qui expriment leurs émotions et leurs ressentis aussi, quoi. Après, il y a le tamis. Le tamis. Donc, je me rappelle encore de ma mère qui tamisait la farine à l'époque. Et puis, le tamis, on garde quoi? On garde ce qui est bon. Et on jette ce qui est mauvais, quoi. Et ça, c'est une bonne dynamique relationnelle. C'est un peu le contre du filtre, qui lui ne garde que le mauvais, le tamis va garder ce qui est bon. Oui, en tout cas, tout à fait. Et je pense que quand on a une conversation, quand on a vraiment une relation positive avec quelqu'un, qui est basée sur la confiance, qui est basée vraiment sur le non-jugement, sur une écoute active, nous arrivons vraiment à garder ce qui est bon. Parce que c'est vrai que dans une relation, il y a des choses qui arrivent, il y a des scories, il y a parfois quelques impuretés, il y a parfois quelques saboteurs, etc. Mais nous aurons cette maturité parce que nous gardons l'un comme l'autre, les uns comme les autres, ce qui est bon, nous allons nous débarrasser de ce qui est mauvais. Après, il y a une dernière que j'appelle l'alambic. Alors, l'alambic, en fait, c'est une machine qui transforme. Ah. L'alambic, par exemple, vous mettez des pommes au début de la machine, là, et puis la machine travaille et transforme et fait, par exemple, soit du jus de pomme ou bien donc des liqueurs à la fin, quoi. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais... si, comme ça, tout le monde comprend. Alors, tout le monde comprend. C'est-à-dire que c'est une relation qui commence d'une certaine manière, peut-être d'une manière simple, mais qui, au fil des jours, devient une
une conversation, une relation, une communication bienfaisante, dynamique, remplie d'allant, quoi. Alors, on devrait tous être des tamis et des alambics. On ne l'est pas tous. Oui. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que justement, cette relation d'aide, est-ce qu'on peut passer de éponge à tamis? Est-ce que la relation d'aide peut servir à ça? Alors, oui, bien sûr. Écoutez, si vraiment nous faisons ces émissions, c'est pour aider les gens à sortir de certaines situations. Mhm. Mais pour sortir de certaines situations, il faut quelque part, je dis, se regarder tel Alors, qu'on est. justement, pour clôturer, s'il fallait retenir une ou deux choses de tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites, mais si je veux justement utiliser cette relation d'aide pour moi, qu'est-ce que je peux retenir en un ou deux conseils pour les internautes qui nous regardent? Alors, première chose, il faut vraiment nourrir notre moi réel, pas notre moi idéal, pour sortir de certaines postures qui deviennent des impostures à la fin, quoi. Mhm. Première chose, être soi-même. Deuxièmement, nommer ses blessures, nommer les choses qui n'ont pas marché dans sa vie. C'est pas la fin du monde, Oui, c'est la fin d'un monde. c'est important de dire ça. C'est la fin d'un monde, tout est possible. Et j'ai vu des gens qui étaient des éponges, qui sont devenus des tamis, et puis des alambics dans leur relation avec eux-mêmes et aussi aux autres. Donc, Parce c'est que possible. quelque chose de lumineux en est sorti, quelque chose de bienfaisant, quelque chose vraiment qui ressemblait vraiment à de l'oxygène, une relation vraiment remplie de vitamines, quoi. Et puis, il faut beaucoup de confiance dans la relation, quoi. C'est quoi la relation? C'est moi, l'autre, et puis égale relation, quoi. C'est un pont. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et moi, j'encourage les uns et les autres, vraiment, à entreprendre ce parcours de vie. C'est vrai que ça va faire mal. Une blessure qu'on va cautériser va faire mal pendant un moment. Mais à la fin, la blessure va devenir une cicatrice. Une cicatrice ne fait plus mal. Elle est là, mais elle fait plus mal. Donc, c'est un message plein d'espoir aujourd'hui que tu nous laisses. Tout On à sent qu'il y fait. a encore beaucoup de choses à dire et tu vas revenir pour nous reparler de la relation d'aide. C'est ça, engagez-vous. Très bien, on termine sur ça. Engagez-vous, le message est plein d'espoir. On peut passer des relations qui font mal à quelque chose de positif qui nous donne de l'oxygène, comme tu l'as dit, grâce à cette relation d'aide. Donc, comme tu l'as dit aussi, allez dans votre cave et n'ayons pas peur d'aller dans notre cave pour voir ce qui ne va pas. Nommons les choses et ayons la force de les affronter. On revient, on se retrouve dans un prochain numéro pour continuer à parler de relations d'aide. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.